à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau webinaire. Nous sommes en présence de Charlotte Peron, gérante du fonds CMAM Global Gold. Bonjour. Alors on est très heureux de vous retrouver et puis on a décidé cette fois-ci de changer un petit peu la forme de notre présentation et puis de laisser Charlotte nous expliquer en 5-6 minutes les actualités du fonds et puis ensuite passer à une séance de questions-réponses avec voilà, une partie un peu plus interactive. Bonjour Charlotte. Bonjour Valentin, Eh bonjour bien, à écoute, tous. à toi de jouer. D'accord, merci. Merci Valentin et merci CMAM pour ce nouveau webinaire. Donc effectivement, on change un petit peu le format cette fois-ci. Je vais vous faire un petit peu un état des lieux rapide, puisque vous connaissez déjà pas mal la thématique et puis un petit peu les implications sur le fond. Et ensuite, place à vos questions, à vos interrogations et aux questions-réponses. Alors, nous allons déjà commencer par donc l'état des lieux, où on en est aujourd'hui sur le secteur aurifère. Eh bien, on va commencer par la conclusion. Nous, on pense que l'or devrait rester quand même sur des niveaux encore élevés cette année, au-dessus de 1800 $ l'once en moyenne. Donc pourquoi ? Parce que comme l'année passée, vous avez quand même toujours ces tensions inflationnistes, mais vous avez quand même les banques centrales qui sont toujours en phase de hausse des taux, donc qui pénalisent un petit peu. Voilà, vous avez le dollar qui va être encore un grand driver pour l'or cette année, donc qui s'était affaibli en fin d'année dernière et puis là se reprend un petit peu, mais nous on pense qu'avec l'écartement, non, plutôt l'inverse, le resserrement donc du spread atlantique, eh bien, le dollar va de nouveau un petit peu s'affaiblir et donc sera positif pour l'or, plutôt sur une seconde partie de l'année. Également, quand la Banque centrale américaine aura certainement réduit sa vitesse donc, de hausse des taux, voire, alors sans pour l'instant penser à une inversion de cette politique monétaire, mais déjà l'arrêt donc de la hausse des taux, et donc une période qui sera à mon avis plus favorable à l'or. Face à ça, vous avez les fondamentaux long terme qui restent toujours très positifs. Vous avez la demande de bijouterie qui progresse. Vous avez la demande d'investissement, surtout en or physique. Cette fois-ci, on pourra le voir plus tard, mais la demande d'ETF des investisseurs plutôt court terme est beaucoup moins prégnante aujourd'hui sur le prix de l'or. Et puis, vous avez surtout les banques centrales des pays émergents qui vont, à notre sens, continuer à acheter de l'or comme elles l'ont fait en fin d'année dernière. Elles ont acheté plus de 800 tonnes d'or l'année dernière et nous on pense que cette année ça sera encore un grand soutien. La banque centrale chinoise vient d'annoncer encore qu'elle avait acheté 25 tonnes d'or en février et aujourd'hui son stock d'or dépasse même plus de 2000 tonnes d'or puisqu'on est à 2050 tonnes d'or. Donc vous voyez des éléments vraiment de soutien. L'offre qui est relativement stable, comme d'habitude, comme ces années passées, une offre globalement stable. Donc les conséquences pour le fonds, eh bien, c'est qu'à court terme, comme vous le voyez, j'étais plutôt prudente sur la tendance de l'or et donc du secteur, et on attendait après le rebond de la fin de l'année une correction qui s'est produite et est en train de se produire. C'est pour ça que vous voyez que le niveau de liquidité est assez élevé. Il va commencer, je pense, au cours des semaines, peut-être mois à venir, on va commencer à réinvestir un petit peu plus. Aujourd'hui, par rapport au plus haut, on a déjà corrigé de 10-15%, et donc ça redevient intéressant au niveau des valorisations des sociétés. De plus, on revient d'une conférence assez importante où j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres sociétés, d'avoir de nouvelles idées d'investissement et sur lesquelles on va pouvoir se positionner donc, dans ce creux de marché. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire rapidement un petit peu sur le secteur, là où on en était. Et maintenant, place à vous et à vos questions. Super. Merci Charlotte. Donc on a bien vu sur la partie plutôt court, moyen, long terme, les actualités du fonds. On a bien vu comment tu avais réajusté ton portefeuille, ce qui s'était passé en termes tout simplement d'allocation dans le portefeuille. Je vous invite juste un tout petit point technique donc à écrire vos questions via le chat du WebEx. On avait reçu quelques questions dans l'invitation. On vous avait demandé de nous faire part de vos questions. On en avait une. Première, on nous demande est-ce qu'il y a toujours un effet de levier
sur les minières aurifères et lorsqu'on investit justement dans des OPC comme CMM Global Gold, Oui. différence avec Alors, la fameuse question avec leur papier. Oui, Et voilà. oui, oui. Alors, il y a toujours effectivement un effet de levier quand vous investissez sur des sociétés versus leur physique, hein, parce que, comme vous le savez, eh bien, les sociétés sont quand même censées donner des résultats, faire de la croissance de production. Aujourd'hui, elles investissent à nouveau dans l'exploration, donc pour accroître leurs réserves, pas simplement pour remplacer ce qui a été produit, mais également pour accroître les réserves, pour continuer la production. Et puis, il faut savoir aujourd'hui que malgré les hausses de coûts, hein, les marges opérationnelles de ces sociétés, elles sont en moyenne sur le secteur, de 800 $ l'once. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un effet de levier assez important encore sur ce secteur. Alors tu parles, je rebondis, c'est pas forcément une question qui nous a été posée, mais tu parles de hausse des coûts. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire un peu plus? Parce que moi, ça m'intéresse. Justement, on avait évoqué un exemple. Oui, oui. Alors, les hausses de coûts, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu des hausses de coûts liées à Inflation, l'inflation, ce qui paraît ce logique. qui paraît assez logique, comme toutes les industries, il y a eu des problèmes de supply chain. Donc, voilà, les hausses de coûts de l'énergie, les hausses de coûts salariaux, des hausses de coûts également des réactifs, de matériaux. Donc ça, ces hausses de coûts, elles sont, semble-t-il, quand même un petit peu derrière nous. Ça m'a été un peu confirmé également lors de ces rencontres avec les sociétés. En revanche, il y a quand même un coût, des choses qui restent assez problématiques, notamment en Amérique du Nord, c'est les coûts salariaux qui sont encore un petit peu tendus. Donc là, on fait attention à ça, même si c'est quand même pas encore au niveau de l'année dernière, ça tend quand même à se réduire. Mais il faut savoir que sur certaines mines ou dans certaines régions, vous avez quand même une tension sur le marché de l'emploi qui est très forte. Et vous avez des sociétés qui ont connu entre 20 et 30% de turnover l'année dernière. Donc, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Donc, du coup, on va suivre ça de près parce qu'effectivement, les coûts salariaux, ça peut représenter quand même une vingtaine de pourcents sur l'ensemble des coûts opérationnels d'une mine. Donc, c'est pas neutre. Ça, c'est essentiellement vraiment pour le Canada, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada. J'ai même rencontré une société, donc Sibani, pour ne pas les citer, donc, qui produisent du palladium dans le Montana. Et alors là, il y a une vraie problématique. Il me disait qu'il y avait 1,5% de chômeurs dans le Montana. Donc là, c'est très compliqué. Il faut beaucoup d'incentives pour quand même garder les employés. Les salariés. Voilà, les salariés. Alors, on nous demande dans le chat, c'est quoi cette fameuse grande messe annuelle? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, tous les ans, on essaye de rencontrer l'ensemble des sociétés que nous avons dans notre portefeuille et on le fait à l'occasion de une ou deux grandes conférences minières. Voilà. Qui se déroulent en Amérique du Nord. Voilà, qui se déroulent en Amérique du Nord. Ok. Donc voilà, parce que vous savez quand même que l'essentiel de nos producteurs sont nord-américains, donc voilà. Ça, on Et l'a bien en tête. Voilà. Il y a une question dans le chat, c'est de dire finalement, on voit que ça a peut-être un peu tourné dans le portefeuille. Quelle orientation tu as pris? Et puis, est-ce que la part de cuivre a tendance à augmenter ou pas dans les mois à venir? Oui. Alors, la tendance sur le cuivre, comme vous le savez, effectivement, c'est une matière première que j'affectionne particulièrement. La demande sur du long terme n'est plus à démontrer aujourd'hui. On va dire que le cuivre, c'est un petit peu le pétrole du siècle passé. Et donc, on reste très présent sur le cuivre. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, on aime bien effectivement le cuivre parce que souvent, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des gisements où il y a également une partie d'or. Donc, du coup, c'est les sociétés cuprifères qui produisent en même temps de l'or ou les sociétés aurifères qui ont en sous-produit du cuivre profitent de la bonne tendance donc de ces deux métaux sur les prix. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez qu'effectivement, dans notre portefeuille, aujourd'hui, on est
On en a 8% et on est à près de 10% hein, sur notre diversification qui est un petit peu le maximum. Donc oui, on va conserver quand même cette partie cuprifère, je pense, pour encore plusieurs mois parce que de toute façon, la tendance reste positive sur ce métal. Et puis tant qu'on est sur ce Oui. slide, je rappelle quand même, c'est un portefeuille qui est assez concentré et ça, Oui. et ça c'est bien Oui, aussi oui. de le rappeler, 45 valeurs seulement. Oui. Donc c'est pas mal, c'est assez recentré, quoi. Oui, clairement, c'est un portefeuille qui est assez concentré, 45 valeurs en tout, et on a à peu près une trentaine, 32 valeurs simplement orifères. Hein, Charlotte, on a une question sur, Oui. on a parlé donc de cette fameuse grande messe qui se passe en Amérique du Nord Oui. parce que bon nombre de valeurs sont nord-américaines. Oui. Sur le risque de change, comment on s'organise dans le fond? Est-ce qu'on couvre, on Oui. couvre pas? C'est une question qui revient. C'est une question qui revient, c'est vrai. Alors nous, non, on n'a pas de politique de couverture de change. Comme vous le voyez sur ce graphique de droite, eh bien, l'essentiel du portefeuille est en devise canadienne, hein, près de 70%, et puis l'essentiel du reste hein, en dollars américains et dollars canadiens et australiens, pardon. Donc effectivement, nous, on n'a pas de couverture de change sur le portefeuille. Parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu problématique de faire du change. Soit on fait une couverture tout le temps, hein, d'être tout le temps couvert, soit on n'est jamais couvert. Parce que s'amuser à faire des allers-retours sur des couvertures, c'est souvent le risque de se prendre un petit peu ce que j'appelle un peu les portes de Voilà, saloon. la fameuse. Et donc, c'est pas notre métier. Et puis la nature du Voilà. fonds aussi, c'est Voilà. une brique pure. Et puis Oui, voilà. on achète des sociétés minières-aurifères qui sont en canadiennes, dollars canadiens, voilà. dollars Voilà. australiens, etc., Voilà. etc. Voilà. On a une question alors. Or égale valeur refuge. Est-ce Oui. vrai? Alors, or égale valeur refuge, oui, c'est toujours vrai. Vous l'avez vu l'année dernière, hein, pendant que les marchés étaient chahutés, bah, finalement, l'or et le secteur aurifère, bon, certes, a eu des périodes de basse eau hein, dans l'année 2022, mais dans l'ensemble de l'année a plutôt été en contre-tendance des autres marchés. Donc oui, il y a toujours un petit peu cette décorrélation qu'on apprécie hein, dans ce segment de marché. Voilà. Et justement, pour rebondir sur cette question, on dit souvent c'est peut-être un fonds tactique, un fonds d'allocation. Est-ce que c'est nécessairement vrai ou on peut tout simplement dire bah non, c'est juste il faut toujours avoir une poche de matières premières ou d'or dans son portefeuille parce que ça aide à la diversification? Oui. Alors oui, c'est un fonds d'allocation je dirais plutôt stratégique, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut plutôt en avoir toujours un petit peu, parce que là, c'est un petit peu comme la devise. Hein. Si vous vous amusez à essayer de rentrer-sortir dans le fonds en fonction parfois des marchés, bah, le risque, c'est de se prendre la porte de saloon. Donc, c'est plutôt ce que nous, on appelle un actif stratégique, c'est-à-dire que vous en avez dans votre portefeuille et ensuite vous gérez votre position en fonction des tendances du marché voilà, ou de votre aversion au risque du moment. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait finalement actuellement avec une poche de liquidité supérieure. Hein, parce que je pense qu'à court terme, bah, j'attendais une correction qui est en train de se produire. Et puis, bah, quand on est plus confiant et qu'on pense qu'on reprend sur une tendance constructive de moyen terme, eh bien là, on est investi 100%. Voilà. Parce que pour rappel, donc, tes liquidités représentent 6,2% du portefeuille. Oui. C'est vrai que des fois, tu étais un peu plus investi, des fois un peu moins. Oui. Là, on est quand même sur une moyenne un peu basse. Oui, on est plutôt sur une moyenne plutôt basse, hein, effectivement. Okay. On a la fameuse question, celle qui revient toujours, sur les royautés. Qu'est-ce que c'est une société de royauté? Est-ce que tu peux nous réexpliquer en 2 mots? Les sociétés de royauté, c'est un business model assez vraiment intéressant, puisque les sociétés de royauté, c'est des sociétés qui financent des projets en développement. Donc soit au tout début, soit au moment où les sociétés productrices ont besoin de financement pour construire une mine et se font ensuite rémunérer leur investissement, puisqu'elles investissent dans un projet, soit dans une royauté, comme une royauté classique, c'est 2% de la production NSR, et soit dans ce qu'on appelle un accord de streaming, c'est-à-dire elles ont droit à X% de la production du gisement, moyennant $200 par once. Voilà. Donc, du coup,
ça veut dire que les coûts sont totalement maîtrisés. Hein. Si vous avez une royauté, vous n'avez pas du tout de coûts. Et si c'est un accord de streaming, souvent il est compris entre 200 et 300 dollars l'once produite. Donc ça permet à la société productrice de faire son financement et ça permet à la société de royauté donc de se faire rémunérer. Et l'intérêt aussi de cette activité, c'est que ces accords sont souvent valables tout au long de la durée de vie de la mine. Et ça veut dire que quand la société productrice fait de l'exploration et allonge la durée de vie de sa mine et la production, eh bien, le streamer ou la société de royalties bénéficie de ça pour rien de plus. C'est-à-dire que c'est vraiment totalement gratuit. C'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est mieux qu'un dividende, c'est mieux que tout. Donc c'est vraiment un business model qui est très intéressant. Cependant, il n'est pas sans risque parce que si vous financez une mine future ou un actif qui ne va pas rentrer en production, eh bien là, vous perdez votre argent. Vous voyez ? Donc c'est pas sans risque. Encore récemment, vous avez Franco-Nevada qui a fait donc un accord de royauté avec la société First Quantum sur la mine de cuivre et or de Cobre Panama. First Quantum a dû arrêter sa production sur Cobre Panama car il y avait un litige avec le gouvernement qui est en train de se régler. Et bien pendant ce temps où il y a un arrêt de production, Franco-Nevada ne touche pas sa royalty. Donc, il y a quand même un risque. C'est pas sans risque. C'est comme l'investissement financier, c'est pas sans risque, mais c'est quand même un business model qui est quand même très, très intéressant. On est d'accord. Bon, l'heure tourne et les minutes passent. On a encore 2 petites questions. Oui. La première, on te donne carte blanche pour nous présenter rapidement une société que tu aimes bien en portefeuille. D'accord. Un coup de cœur que tu as ou une société dont tu as envie de nous parler. D'accord. Et la seconde, ça serait juste, on prend un peu plus de recul. Oui. Au niveau des perfs, comment ça se comporte le fonds Global Gold? Voilà, c'est les deux questions pour finir. Ok. Alors, pour la société, je vais vous parler donc de la société Aya Gold & Silver, qui est une société donc productrice d'argent d'abord. C'est pas forcément, elle produira de l'or dans quelques années quand elle va mettre en production son deuxième actif, donc son deuxième projet qui s'appelle Boumadine. Donc c'est une société qui produit donc de l'argent actuellement au Maroc, donc qui est un pays qui est très friendly comme on dit. Elle a des coûts de production qui sont vraiment bas par rapport au prix de l'argent actuel. Et puis comme vous le voyez sur cette slide, elle a un profil de production qui va être en forte croissance, puisqu'en fait c'est une société qui a repris l'actif de Zgounder au Maroc récemment et puis qui a redesigné en fait toute la mine. Voilà, donc ça c'est vraiment un élément qu'on aime bien, une société qu'on aime bien pour ses différents critères. C'est aussi donc parce qu'elle a de la croissance de production, elle a des coûts qui sont faibles, c'est dans une juridiction qui est quand même assez, qui est stable, et donc pour nous ça c'est très important. Et donc elle va générer pas mal de cash flow et de free cash flow qui vont lui permettre de financer le développement de Boumadine. Le deuxième élément qu'on aime bien dans Aya Gold, c'est le fait qu'en termes ESG, elle fait beaucoup d'efforts. C'est une jeune société et comme vous le voyez ici sur ce slide, suite à l'étude, vous avez les notes ESG donc de notre pôle de finances responsables et durables. Et vous voyez que nous, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel d'alpha ESG, ce que moi j'appelle l'alpha ESG, et donc qui va être un apport supplémentaire de la valeur, de la création de valeur donc de cette société. Donc ça, c'est pour cette raison qu'on aime bien Aya Gold. C'est quand même une société qui fait près de 2% de notre portefeuille. Donc sur une société argentifère qui, en règle générale, sont des plus petites sociétés. Enfin, compte tenu des performances, les performances donc depuis le début de l'année étaient plutôt en hausse et puis avec la correction, aujourd'hui on est relativement flat. Voilà. Et puis, je rappelle, l'horizon de placement, 3, 5, 8 ans. Oui, c'est un horizon de placement, j'allais dire, du temps minier, c'est-à-dire que c'est plusieurs années, puisque de toute façon, il faut bien se rappeler que
Aujourd'hui, pour produire des métaux, entre le moment où vous découvrez quelque chose et le moment où vous mettez en production et vous commencez à générer du cash, eh bien, il y a quand même facilement entre 5 et 7 ans. Donc, il faut donner aussi du temps au temps, et il faut donner du temps à ces sociétés. Super. Voilà. 20 minutes sont passées. Merci beaucoup Charlotte. Merci à tous de votre participation. Quant à nous, on se retrouve bientôt. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.